Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Breaking news, alors c'est pas officiel, c'est en pourparler, mais ça s'est presque fait. Le Portugal remplacera le Grand Prix de Chine, donc, en 2023. Selon Sport TV, le retour de la F1 à l'Autódromo d'Algarve est en cours de négociation et semble bien avancé, avec juste des petits détails qui manquent. La résolution de ce dossier devrait être brève, car la proposition de nouveau calendrier devrait être approuvée par le Conseil mondial de la FIA qui aura lieu au début de ce mois de décembre. Ah oui, il va falloir se dépêcher là. Le Portugal prendra la place de la Chine, dont le Grand Prix était prévu du 14 au 16 avril, avec un intervalle de près d'un mois entre les événements en Australie et en Azerbaïdjan. Un poste vacant est apparu qui serait donc occupé par Portimao. Si c'est confirmé, c'est une excellente nouvelle pour les fans du circuit. Cependant, l'un des détails à planir sera la présence du WEC à Portimao, prévu le même week-end. Ah oui, alors là, oui, il va falloir faire quelque chose. Alors que le WEC entre dans une nouvelle phase avec les débuts de grands noms de la compétition l'année prochaine, lors des célébrations, la présence à Portimao était une excellente nouvelle, mais avec cette nouveauté, des ajustements devront être faits. Le WEC devrait passer la semaine suivante dans une opération logistique extrêmement exigeante pour l'AIA et son équipe. Si ce scénario se confirme, le Portugal accueillera la F1 et le WEC des week-ends, enfin d'une semaine à l'autre quoi, du coup, la semaine d'après, un rêve qui pourrait être sur le point de se réaliser. Et oui, bravo. Bon, on va prendre des pincettes, évidemment. On va pas se réjouir trop vite d'un remplacement de la Chine. Mais effectivement, Algarve est pas mal comme circuit. Bon, après, certains diront, ah, pourquoi ils ont pas mis le Grand Prix de France plutôt, ou la Turquie à la limite. Ouais, après, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, je vous laisse commenter, vous en pensez quoi? Ciao. La F1 prévoit d'introduire le DRS inversé pour 2026. Le DRS inversé? What? Qu'est-ce que c'est encore? Braun admet que l'aérodynamique active pourrait affecter les voitures qui précèdent. Il explique que le DRS inversé augmenterait l'intérêt des dépassements. Le Britannique souligne qu'avec la nouvelle réglementation, il se pourrait que le pilote à l'arrière ait plus d'appui que le pilote à l'avant. Ils ont déjà plusieurs idées en tête pour offrir de meilleures bagarres et ne pas avoir des dépassements aussi faciles. Braun souligne que l'une des principales questions concernant les voitures de 2026 est de savoir s'il y aura ou non une aérodynamique active via le DRS. Liberty Media n'exclut pas la possibilité que la voiture arrière ait plus d'appui que la voiture à l'avant, ce qui lui donnera un avantage important pour les dépassements. C'est pourquoi l'une des idées est celle d'un DRS inversé pour permettre des combats plus intéressants et plus disputés. L'une des grandes questions concernant les voitures 2026 est de savoir si nous aurons un aérodynamique actif. Je pense que c'est un pas très intéressant vers l'efficacité. Il faut encore travailler sur la façon dont ça peut être fait, de manière sûre et prévisible, comme le DRS l'est aujourd'hui. Si nous l'avons, ça pourrait affecter la voiture qui précède. Il pourrait y avoir cette proximité qui fait qu'une fois que vous êtes à une certaine distance, la voiture devant perd un peu d'appui et vous en gagnez un peu plus. Il y a des astuces avec lesquelles vous pouvez jouer et avoir une chance. Je ne dis pas que nous allons le faire. Donc la voiture 2026 sera une leçon tirée de ce que nous avons maintenant et je pense que nous incorporerons l'aérodynamique active d'une certaine manière. Ouais, c'est bizarre leur système là. Selon Braun, il est impératif que les FIA suivent de près les nouvelles réglementations sportives. Le Britannique applaudit l'engagement en faveur de la compétition au sein de la fédération et espère que les voitures 2026 offriront le même spectacle que les voitures actuelles. En fin de compte, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était préférable que ce soit sous la supervision de la FIA. Afin qu'ils aient un accès complet aux données et qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité, ils sont très attachés à la compétitivité et m'écrivent parfois qu'ils sont très heureux que les voitures fonctionnent si bien. Très bien. Eh bien, le concept est plutôt étonnant. Après, pourquoi pas. J'attends de voir ce que ça peut donner en vrai et pas que sur la théorie, quoi. Vous en pensez quoi de cette idée, vous? Ciao. Alors, Hülkenberg livre son verdict entre les différences entre Aston Martin donc et Haas. Qu'est-ce qui est différent entre les deux équipes? Eh bien, passons directement à la déclaration. Aston Martin a beaucoup plus de personnes dans le marketing, mais concernant le nombre de personnes dédiées à la monoplace, ils sont tous les mêmes, donc ça ne semble pas différent. Interrogé sur les différences dans les processus d'ingénierie, l'ancien pilote Williams a insisté. Il est encore trop tôt pour faire des commentaires sur ce genre de choses car il n'y a qu'une seule journée. La plupart des équipes ont des structures assez similaires quant à la façon dont elles organisent leurs réunions, comment elles procèdent, etc. Jusqu'à présent, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de grande différence à ce sujet ou un manque de quelque chose. Ouais, alors, attends de voir le début de saison, Nico, avant de dire ça. Je pense quand même que tu vas vite te rendre compte qu'entre Aston et Haas, il y a quand même d'énormes différences sur le point de vue du personnel, de la façon dont ils travaillent, etc., quoi. Bon, eh ben voilà.
écoutez, il n'y a plus qu'à attendre de voir comment il va performer. Je pense qu'il va se faire dominer par Magnussen au début de saison. Au moins au début de saison. Après, il va peut-être réagir. On verra ça, ciao. Et Marco exclut la vente d'AlphaTauri, la F1 reste le meilleur outil marketing. Il y a un engagement général des deux actionnaires que d'un point de vue marketing, la Formule 1 est un instrument le plus fort, ce qui n'est pas remis en question. Selon les actionnaires, il n'y a aucun projet de vente d'AlphaTauri. Ils veulent continuer ce que Didi a commencé. Magnifique. Donc voilà, AlphaTauri ne sera pas vendu à Honda, ou à Porsche, ou à je ne sais qui d'autre. Je finis quand même l'article. À 79 ans, Marco n'est plus le plus jeune, mais l'ancien pilote de course ne pense pas encore à la retraite. Cependant, il affirme que les conditions doivent rester bonnes. Si l'atmosphère ne me convient plus, alors ça ne sera plus un problème pour moi. Je peux prendre congé d'aujourd'hui à demain, mais le feu brûle toujours. Et combien de temps il va brûler ton feu, Marco, hein? Laisse la place à Vettel au pire. Il fera un bien meilleur travail que toi, je pense. Voilà donc, vous l'aurez compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'AlphaTauri va rester dans le giron Red Bull. Ça ne sera pas vendu à une autre équipe concurrente. Bon bah voilà. Comme ça, ils auront toujours 4 voitures, hein, le groupe Red Bull. Allez, je vous laisse commenter. Steiner va sortir un livre. Quoi? Sur la saison 2022. Le livre sortira en avril 2023. Le livre s'intitule Surviving to Drive. Mais c'est une blague. Une référence évidente à la série Netflix. Non mais le mec, c'est un énorme troll quand même. Steiner figure toujours en bonne place dans la série, ce qui a voulu une grande base de fans. L'équipe veut maintenant s'appuyer sur cette base avec ce nouveau livre. Bon ouais, alors qu'est-ce qu'il va raconter? Franchement, je serais curieux de savoir. Hein. C'est pas moi qui vais aller acheter le livre, mais bon, peut-être qu'il se trouvera sur internet, je sais pas. Et est-ce qu'il sortira en français surtout? Ça reste une autre question, je pense pas. Hein. Le livre sera comme le journal intime de Steiner, pendant toute une saison racontée du point de vue de Steiner. Le livre se concentrera principalement sur les devoirs d'un chef d'équipe au cours d'une saison. Il donnera au lecteur une bonne chance de voir un peu plus les coulisses d'une équipe de F1. Haas et Steiner ont choisi une bonne année pour tenir un journal intime. 2022 a été une saison tumultueuse pour Haas. Les attentes élevées après que 2021 a été considérée comme une année perdue, afin que le développement pour cette saison puisse être mis en œuvre. Cependant, la première controverse est survenue avant même que la saison commence, avec Mazepin qui a été expulsé de l'équipe en raison de la guerre en Ukraine. La deuxième moitié de saison a de nouveau été dominée par des questions concernant les pilotes. Il s'agissait de savoir si Mick allait rester chez Haas ou pas. Bon, ben voilà, du coup, qui va acheter son livre à Steiner? Ah bah je vais évidemment mettre ça en miniature, hein. Je crois que c'est parfait là. Surviving to Drive. Bon mais, il a osé quoi. Je vous laisse commenter. Alors, retour dans le passé avec Mika Hakkinen, le jour où il a compris qu'il n'en reviendrait pas en F1 le 30 novembre 2006. Il était au volant. Ça fait 16 ans, putain. 16 ans. J'avoue que j'étais hypé à l'époque, je me rappelle, hein. Je voulais qu'il revienne en F1, mais bon, ça aurait voulu dire au final que Hamilton ne serait pas venu en 2007, sûrement en F1. Il aurait été équipé d'Alonso du coup. Oh mon dieu. Ce n'est pas passé loin, racontait-il il y a quelques années dans un entretien avec Unibet. Je suis parti en 2001, j'ai pris une année sabbatique, mais quelques années plus tard, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Je me sentais prêt, mentalement et physiquement, à retourner en F1. Je me suis beaucoup entraîné, je suis allé en Angleterre pour utiliser le simulateur McLaren. J'y ai passé des jours. Ça devait être en 2004 ou 2005. J'étais complètement prêt à retourner en F1, et en tant que double champion du monde, je savais très bien comment être en bonne condition physique, j'allais être meilleur que jamais. Ouais, ça je suis pas sûr, mais bon. Dans sa volonté de retour, Hakkinen a même tenu des discussions avec Williams, qui n'ont pas porté leurs fruits. Une porte s'est néanmoins ouverte fin 2006, 5 ans après sa retraite, lorsque Raikkonen et Juan Pablo Montoya ont quitté McLaren. Alonso avait déjà signé depuis fin 2005 pour une arrivée à Woking en 2007, mais l'identité de son coéquipier restait incertaine. La légendaire écurie britannique allait-elle parier sur un rookie, à savoir le prometteur Lewis Hamilton, fraîchement couronné champion GP2 avec brio? Hakkinen voulait sa chance et a eu l'opportunité de tester la McLaren MP4 21 au mois de novembre 2006 sur le circuit de Barcelone. Ces essais médiatisés laissent toutefois difficilement croire qu'il puisse être un premier pas vers un retour du champion du monde 98-99 dans l'élite, notamment en raison des performances. 18ème et bon dernier avec un chrono de 1.19.3 comparé au meilleur temps réalisé par Luca Badoer. 16.3 et au tour le plus rapide signé par Hamilton sur l'autre McLaren 17.0. Cependant, il semble qu'il y avait peut-être autre chose, une autre cause, ce qui avait été considéré par beaucoup comme un logique manque de rythme. Je n'oublierai jamais cette séance d'essai. Je connaissais le circuit comme un poche. Je connaissais aussi beaucoup de mécaniciens. La veille, je suis allé voir les essais de Lewis et j'ai vu comment les choses avaient changé. À la fin de la première journée, l'un des systèmes informatiques est tombé en panne. Il contrôlait le MCU sur le moteur. Si je me rappelle bien, il contrôlait la boîte de vitesse, le moteur, le carburateur. Quand on rétrogardait, l'ordinateur disait au moteur d'empêcher les roues arrière de se bloquer en passant le rapport inférieur. Après la casse du système, j'ai dû en utiliser un ancien. Il ne fonctionnait pas avec le nouveau moteur. Le package n'était pas synchronisé. À chaque fois que je freinais, les roues se bloquaient. C'était impossible. J'ai dit, allez les gars, réparez tout pour demain. Commençons ces essais comme prévu. Ça n'a pas marché.
Je n'ai pas pu obtenir la performance parfaite car les roues ne cessaient de se bloquer. J'ai testé et j'ai piloté toute la journée. J'ai enchaîné les tours après tant d'années. Tout s'est bien passé. Nous avons tout analysé, j'étais conscient du problème. Nous n'y pouvions rien. Nous ne pouvions pas le réparer parce que nous n'avions pas de pièces neuves. Putain, c'est chaud. Ce sont ces difficultés pouvant paraître quelque peu anecdotiques qui ont découragé Mika Hakkinen, car Hakkinen n'oublie pas qu'il a dû attendre son 96e départ pour remporter sa première victoire. C'est la Formule 1, il faut se résoudre à des problèmes en permanence. Ce n'est rien que de la souffrance. Voulais-je revenir à ça? Si je suis parti, c'est qu'il y avait une raison. Si je revenais, les mêmes problèmes m'attendaient. Ah non, parce qu'au final, la McLaren 2007 était une fusée, quoi, donc il y aurait pas eu l'excuse des problèmes mécaniques, Mika, quand même. Il pouvait pas le savoir, parce qu'en 2006, c'était pas terrible pour McLaren. Mais bon, en fait, s'il se dit ça, c'est qu'au final, il était pas si motivé que ça. Si vraiment il avait été si motivé que ça, il aurait fait l'impasse sur ses petits soucis, et il se serait motivé pour, pour éventuellement faire d'autres essais plus tard, quoi. Donc bon, un peu étonnant, hein, tout ça. Donc je suis arrivé en F1 en 91, il m'a fallu 7 ans pour gagner une course. Il aurait pu en être de même. Je vais pas perdre 7 ans de nouveau. J'ai remporté 2 championnats, ce n'est pas si mal. Alors il serait pas resté 7 ans en Formule 1 non plus à partir de 2007. Hein. Il serait resté 2-3 ans à la limite. Et encore, je suis même pas sûr. La suite est connue, donc au volant de la MP422, Alonso et Lewis Hamilton sont tous deux passés à un point du titre mondial 2007. Ah bah c'est sûr qu'avec Hakkinen comme équipier, Alonso il aurait été tranquille. Hein. Il n'aurait pas, niveau perf, il n'aurait pas été à sa hauteur, je pense, à Hakkinen, hein, clairement. Il faut dire ce qu'il est, j'étais fan du pilote, mais bon, il était fini, même fin 2001, il était en perte de motivation totale, et c'est pas en 2007 qu'il aurait de nouveau performé comme en 98-99, quoi. Ça, j'en suis convaincu, donc il aurait été loin, je pense, honnêtement, Hakkinen, en termes de perfo sur Alonso. Donc au final, c'est pas plus mal qu'il soit pas revenu, parce qu'on a eu la naissance de Lewis Hamilton, incroyable. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Allez, ciao. Russell ne voit aucune raison de conflit avec Hamilton pour 2023. Alors, il dit ça maintenant, mais bon, c'est sûr que vu que la W13 n'était pas terrible niveau performance, hein, c'est pas avec cette voiture qu'ils allaient jouer les victoires à la régulière, même s'ils ont gagné au Brésil, bon, c'était un accident de parcours plus qu'autre chose, hein, ça se doublait au Brésil hein, pour moi, hein. C'était pas à la régulière. Hein. Par contre, si ça joue le titre, attention. Si vous battez pour un doublé, il y aura une dynamique légèrement différente et c'est naturel. Mais je pense que ce que nous avons pour nous, c'est le fait que nous sommes à des étapes très différentes de notre carrière. C'est un peu comme si on était ensemble dans le même bateau. Si nous arrivons l'année prochaine et que nous avons une voiture capable de faire un doublé, nous serons très fiers de penser que nous avons contribué ensemble à aider l'équipe à y parvenir. Et puis nous allons à nos affaires. Mais nous n'avons aucune raison d'avoir un conflit. Nous avons une bonne relation, nous devons nous respecter. Je pense que nous nous sommes respectés au Mexique, par exemple. Nous reconnaissons l'importance de cela au sein de toute l'équipe. Si notre relation commence à se rompre, ça aura un impact sur l'équipe. En fin de compte, la boucle sera bouclée, ça nous affectera également. Je pense que nous pouvons continuer à bâtir sur ça. Notre relation se rapprochera probablement au fil du temps. En terminant à 2 places et 35 points d'avance sur Hamilton, Russell n'est devenu que le 3e pilote après Button en 2011 et Rosberg en 2016 à battre Hamilton dans la même voiture, au cours d'une saison de F1. Oui, parce qu'en 2007, du coup, Alonso n'a pas battu Hamilton, ils ont terminé à égalité. Ah oui. Russell a minimisé à plusieurs reprises l'importance de terminer devant Hamilton tout au long de sa première saison avec Mercedes. Bon, après, voilà, on avait déjà traité l'info, hein, il était content quand même de finir devant lui, même s'il y a eu pas mal de soucis au début de saison pour Hamilton quand même. Après, bon, faut pas non plus minimiser la performance de Russell, hein, très très bonne saison. À part, bon, le point noir pour lui, c'est vraiment son crash avec Joe, là, à Silverstone, oh là là. Là, franchement, c'était très dangereux ce qu'il a fait comme move. En plus, chez lui, quoi, bon, c'est le seul point noir pour moi de cette saison. Pour lui, par ça, j'en vois pas d'autres, bon... Il y a eu le crash avec Sainz, éventuellement à Austin aussi. Il a eu de la chance de ne pas abandonner sur ce coup-là. Bon, quelques erreurs par-ci par-là, mais globalement, il était bon quand même. Je vous laisse commenter. Et Lewis Hamilton qui a réagi donc à la victoire en extrême E de son équipe, Team X44, suite au problème notamment de l'équipe de Rosberg, terrible. Alors qu'un podium était suffisant pour la finale, les pilotes X44 ont terminé 3e pour assurer le titre et priver Rosberg d'un nouveau succès. Je suis tellement époustouflé par cette remontée, après une première journée si difficile pour l'équipe. L'équipe s'est reconstruite et est restée positive et s'est battue. Waouh, je suis tellement fier de cette équipe et de ces 2 pilotes incroyables. Et ben voilà, ce fut court mais intense hein, comme réaction. Donc voilà, Extrême E se conclut d'une belle manière pour l'équipe d'Hamilton. Bon, j'avoue, je reste pas très fan de la discipline. Hein, c'est tellement... en fait, on sait même pas quand sont les courses. C'est même pas médiatisé, il se passe rien, personne n'en parle. C'est vraiment un truc de niche, quoi, en fait, l'Extrême E.
beaucoup plus de niche que la Formule E, qui est quand même plus médiatisée, et on en parle un peu plus. Et c'est plus intéressant, pour moi en tout cas. Donc je regarderai pas en 2023 non plus, hein, je m'en fous en fait de cette discipline. J'en parle vite fait parce que c'est du sport mécanique, du sport automobile, mais bon. Ça me passionne pas plus que ça. Et vous alors, est-ce que vous avez suivi cette saison d'Extrême E? Allez, ciao. Binotto en partance chez Audi, incroyable. Donc John Elkann et Binotto qui pouvaient pas se piffrer, on l'a déjà vu précédemment. Turini dit que tout n'est pas sur Elkann, car Binotto avait aussi ses défauts, y compris une tendance discrète au délire de toute puissance. Par exemple, Mattia aurait dû apparaître moins et mieux gérer les médias. Mais, a-t-il ajouté, il n'a jamais eu le soutien de son président sur les grands dossiers. Avez-vous déjà entendu un mot d'Elkann sur le plafond budgétaire de Red Bull, ou les règles ajustées pro Mercedes en cours de saison? Zéro. Aucun commentaire. Pas faux. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de véritable soutien, le propriétaire ne croyait pas en son team manager. Mais ne vous attendez pas à ce que Binotto soit éloigné de la Formule 1 très longtemps. Il serait déjà pour parler avec Audi, qui entrera en Formule 1 en 2026 lorsque ils rejoindront l'équipe Sauber. Binotto sera bientôt au service de la compétition, a déclaré le journaliste italien. Je sais qu'il parle à Audi, qui entrera en F1 en 2026. On dit que Ferrari, à son tour, s'entretient avec l'actuel patron de l'équipe Enville, donc Fred Vasseur, mais il ne semble pas que Turini soit un fan. Il est français, comme le légendaire Jean Todt, mais ils n'ont qu'un passeport en commun. Et je m'arrêterai là. Oh là, le mec, la violence, quoi. Il n'exclut pas qu'Arriva Bene soit de retour chez Ferrari après avoir quitté la Juventus, alors qu'il se dispute depuis des années en faveur de l'ancien président de Juventus, Andrea Agnelli, qui quittait le club de football en même temps qu'Arriva Bene. La Formule 1, cependant, devra attendre pour savoir qui succède à Binotto. Et le retour d'Arriva Bene, bon, ce sera un retour en arrière, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution non plus, quoi. Hein. Bon, en tout cas, tant qu'on n'aura pas l'annonce officielle, il y aura plein de rumeurs. Bon, mais pourquoi pas Binotto chez Audi, bon, à voir. Mais est-ce qu'il prendrait pas plus un Allemand chez Audi, du coup, plus qu'un Suisse, Italo-Suisse? Allez, ciao. Domenicali exhorte Ferrari à trouver une solution après la démission de Binotto. Bah, ils vont trouver un remplaçant, oui. Un peu de temps, laisse-leur un peu de temps, Domenicali, là. Bien sûr, quand vous êtes deuxième chez Ferrari, c'est quelque chose qui ne suffit pas, a expliqué Domenicali à Sky Sport. J'étais dans la même position il y a de nombreuses années, je veux que Binotto reste concentré et croit en lui. Je ne veux pas entrer dans la dynamique de l'équipe, mais bien sûr, je veux lui souhaiter le meilleur pour l'avenir. J'espère vraiment que Ferrari trouvera la bonne solution pour rester sur la bonne voie et se concentrer, car ils ont fait une grande reprise par rapport à ce qui était il y a 2 ans, donc 6ème de la saison 2021, en gros une belle remontée, quoi. Nous avons besoin de Ferrari pour être compétitifs, pour avoir une bonne équipe forte, avec des pilotes forts, pour se battre les uns contre les autres. Je suis sûr qu'il y aura de plus d'équipes qui se battront pour la première place et d'autres positions en 2023, c'est le rêve. Donc voilà, on attend toujours évidemment l'annonce du remplaçant, mais je pense qu'ils vont laisser passer les fêtes de fin d'année, ils vont annoncer ça tranquillement en janvier. Voilà, c'est la pause de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Voilà les propos de Domenicali concernant la situation de Ferrari. Un millionnaire de Hong Kong envisage de lancer une nouvelle équipe de F1 dans le cadre de négociations d'investissement. Le milliardaire et passionné de sport mécanique Calvin Lowe discute activement de la perspective de créer une nouvelle équipe de Formule 1 qui pourrait rejoindre la grille dès 2026. Donc il est né au Canada, directeur général du plus grand courtier d'assurance vie au monde, étant pour parler qu'un certain nombre d'équipes et de pilotes de l'industrie pour former une nouvelle équipe. L'homme de 46 ans possède une richesse personnelle estimée à 1,7 milliard de dollars et pourrait diriger un consortium impliquant certains des plus riches d'Asie ou former une équipe en utilisant ses propres fonds. Le constructeur américain Haas était le dernier à ajouter à la grille en 2016, et les organisateurs ne devraient pas autoriser de nouvelles inscriptions avant 2026 au plus tôt. Lowe a grandi en idolâtrant Michael Schumacher pendant les premières années de la légende de chez Ferrari, mais semble déterminé à saisir l'opportunité de prendre sa place parmi l'élite. J'aime le fait que la Formule 1 n'est pas qu'un one-man show, mais plutôt un groupe de personnes extrêmement talentueuses qui se rassemblent engagées dans un seul objectif, a déclaré le magicien d'investissement. Il y a toujours de bonnes équipes en F1, mais elles sont pas capables de trouver de la bonne voiture. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il a assisté au Grand Prix de Singapour en octobre et a été invité VIP lors des courses à Shanghai, Malaisie, Montréal et Melbourne. La Formule 1 devrait organiser un record de 23 courses. Voilà. La Chine étant annulée. Cette expansion confirme la conviction de Lowe qu'il existe des opportunités inexploitées dans le sport, qui est entré dans une nouvelle ère, avec une popularité croissante et une nouvelle génération de fans. L'entrepreneur et philanthrope n'a pas fait grand-chose avec ses stratégies d'investissement à ce jour, ce qui suggère pour le moment que son intérêt est bien placé. Il est largement admis que tout nouvel ajout en F1 devra verser, tout nouvel arrivant donc, devra verser un droit d'entrée de 200 millions de dollars, qui sera ensuite réparti entre les équipes existantes. Lowe a déjà des liens dans le sport via une certaine forme d'implication avec Williams, bien qu'il ait refusé de fournir des détails dans le passé en raison d'accords de non-divulgation. Le milliardaire discret a été décrit comme l'un des plus grands collectionneurs de champagne d'Asie.
Pour donner une idée de la richesse du mania, il a confirmé un jour un achat de 230 millions de dollars en une seule commande depuis la France. Si on a ce genre de fonds pour éclabousser un lot de bulles, il est probablement prudent de supposer que l'argent pourrait être utilisé au nom du sport automobile. Bien que la fortune de l'eau puisse être éclipsée par Red Bull, Mercedes et Ferrari, il pourrait avoir un rôle majeur à jouer, alors que la perspective d'un concurrent asiatique se profile à l'horizon. Ouais. Alors si on n'accepte pas Andretti, mais qu'on accepte ce genre de mec qui n'a rien à prouver en sport auto, hein, c'est un random hein, finalement, milliardaire peut-être, mais random quand même, dans le sport auto, je comprendrais pas trop là. Donc bon, pas crédible hein, sa candidature à lui. Hein. Ça s'appellerait comment son équipe Low Motorsport? Je sais pas, allez, ciao ciao. Alors Dominique Cali fixe la limite du nombre de courses maximum à 24. Il déclare en gros que ce sera la limite pour les prochaines saisons. On ne dépassera pas 24 Grands Prix, sachant qu'il faut rajouter également les courses sprint. L'année prochaine, ce sera 6 sprints. Pas sûr que ça reste à 6, ça pourrait augmenter les années à venir, donc ça ferait déjà 30 courses garanties, quoi. Le ciel est la limite, a déclaré Dominique Cali. Non, c'est une blague. La limite, je pense, c'est l'année prochaine avec 24 Grands Prix. C'est une dimension optimale compte tenu de la croissance que nous avons eue partout dans le monde, pas plus. La campagne de 24 Grands Prix devrait tester les pilotes de F1 et leurs équipes jusqu'aux limites, après un calendrier de 22 courses déjà épuisant. Mais il semble de plus en plus probable qu'il n'y aura en effet que 23 courses la saison prochaine, la Chine pourrait être annulée. Il est peu probable qu'un remplaçant soit trouvé pour remplacer la Chine, ce qui signifie un écart de 4 semaines dans le calendrier entre l'Australie le 2 avril et l'Azerbaïdjan le 30 avril. Bon, ça ferait un énorme trou, ça serait débile. Hein. Pendant ce temps, le nombre de courses de sprint doublera de 3 à 6 l'année prochaine. Donc voilà. Je pense qu'il devrait quand même remplacer la Chine, ça ferait un trou béant dans le calendrier, un mois de pause, alors qu'on viendra de reprendre la saison, on viendra de commencer la saison. Je trouve ça un peu débile, donc à voir ce qu'ils vont faire. Je vous laisse commenter. Alors Bernie, le retour, qu'est-ce qu'il a encore dit sur Hamilton? Il espère que Max pourra battre les records de Hamilton. Ok, d'accord. Donc la Formule 1 devrait remercier Max Verstappen, ça on l'avait vu précédemment. Max est un coureur, il fait ce qu'il a à faire, il court juste, les fans veulent voir quelqu'un comme ça depuis longtemps. Verstappen a remporté son 2e championnat du monde en 12 mois de manière dominante, remportant un record de 15 Grands Prix, ça on sait, voilà. Le Néerlandais pourra encore profiter d'une période de suprématie similaire pour défier le record de 7 titres mondiaux détenus conjointement par Schumacher et Hamilton. Et c'est certainement l'espoir de Ecclestone qui a déclaré « ça dépend de sa voiture ». Mais si Red Bull agit ensemble, je vois pas pourquoi il ne peut pas continuer à gagner. Est-ce que Max battra le record de 7 titres mondiaux? Qui sait, espérons-le. Voilà, donc Bernie, toujours pro-Max, toujours anti-Lewis. Il n'a pas évoqué le nombre de victoires, ni de podium, ni de pole position d'ailleurs. Mais il doit espérer aussi que Max les batte, hein. Évidemment. Allez, ciao. Une petite news rapide concernant les pilotes, les numéros des pilotes pour la saison 2023. Donc on connaît tous les numéros, on attendait de savoir Logan Sargent. Eh bien, un roulement de tambour, Logan Sargent va prendre le numéro 2. Voilà, c'est un numéro 2, Logan Sargent. Verstappen a le 1, Sargent le 2, le 3 c'était Ricciardo mais il est plus là, le 4 Norris. Et puis il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 6 non plus, vu qu'il n'y a plus Latifi. Donc voilà, écoutez, vous avez la liste des numéros, hein, si vous en souvenez plus. La liste est là, donc Sargent a pris le 2, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il le dit dans une interview, j'en suis pas certain. Ah si, il le dit quand même. J'avais l'habitude de le porter en Formule Renault, et j'ai fait une assez bonne saison cette année-là. Le numéro 3 est mon numéro, mais il est déjà pris. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas prendre un numéro gagnant du passé et l'utiliser en F1 ? Oui, écoutez, pourquoi pas. Sachant évidemment que le 3 reste en lice pour Ricciardo, je crois que ça reste 1 an, il me semble. Si au cas où le pilote revient en course, il le garde au moins 1 an ou 2, je sais plus exactement. Bref, voilà pour ça, je vous laisse commenter.